Bien le bonjour à vous tous. Mon nom, c'est Docteur Alexandra Albert. Ça me fait vraiment plaisir. Vous devez savoir ce que ça fait un rhumatologue, hein? Un rhumatologue, ça traite des conditions inflammatoires douloureuses. La plupart touchent les jointures, mais ça peut toucher d'autres organes, hein, comme les muscles, même les poumons. Fait que peut-être que le lien, le meilleur rapprochement que je peux faire entre votre groupe et moi, c'est que je suis impliquée dans le traitement de la fibrose pulmonaire causées par les maladies rhumatismales ou les maladies auto-immunes et inflammatoires. Alors moi, je suis une collaboratrice de l'hôpital l'IUCPQ, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, ou communément appelé l'hôpital Laval dans la région de Québec. Alors j'y travaille quelques jours par mois pour aider les pneumologues à investiguer les maladies rhumatismales qui causent la fibrose pulmonaire. Fait que ça, c'est le rapprochement que je peux faire. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas de vos poumons. Je vais vraiment parler, parce que j'ai aimé, Madame Bilodeau, quand vous avez dit nos conférences, c'est pas juste sur les poumons, mais c'est pour la qualité de vie. Alors, une des raisons la plus fréquentes pour un patient d'aller consulter son médecin de famille, c'est de la douleur. Et les douleurs, elles peuvent être chroniques. Évidemment, moi, c'est ce que je gère au quotidien, c'est mon pain, c'est mon beurre. Et ça fait 10 ans que je pratique comme rhumatologue. Je suis à ma 11e année et je peux vous dire qu'après 2 ou 3 ans de pratique, on se rend compte que les pilules font pas tout. Même les pilules pour soulager la douleur, les pilules pour soulager l'inflammation. On est souvent confrontés, nous, comme rhumatologues, à un manque d'outils et c'est là que je me suis ouvert à, oh, on dirait vraiment que l'alimentation a un impact positif sur la diminution des douleurs parce que mes patients m'en parlaient, mais aussi parce que j'avais une formation là-dedans et ce que j'ai fait, j'ai décidé en 2017 de pousser ma formation en nutrition thérapeutique pour réduire les douleurs. Alors, je suis allée faire plein de formations aux États-Unis, en ligne, un peu partout, pour intégrer ça dans ma clinique et pouvoir mieux conseiller mes patients. Et c'est un peu le sujet que je veux faire, que je veux aborder avec vous aujourd'hui, mais là, j'ai une bonne déclaration à faire. Moi, là, je suis formée comme scientifique. Alors, j'ai fait un bac en biochimie, une maîtrise et un doctorat en biologie moléculaire. Alors, quand je vous parle de microbiote et de système immunitaire, ça peut faire peur. Et aujourd'hui, on va aborder des termes scientifiques, mais je veux tout de suite vous rassurer. Mon talent à moi, c'est de vulgariser, d'essayer de mettre ça en mots simples parce que les patients me le disent en clinique, docteur, quand vous me l'expliquez comme ça, je le comprends tellement mieux. Puis, mon Dieu, si on m'avait expliqué ça comme ça avant, j'aurais pu comprendre pourquoi il faut que je diminue mon pain, puis mes pâtes, puis le sucre. Fait que c'est un peu ça mon objectif, c'est de vous donner des perles d'informations, puis pouvoir comprendre après ça pourquoi il faut enlever, il faut réduire tels aliments inflammatoires, parce que oui, il y a des aliments inflammatoires dans la façon que les Nord-Américains mangent. Est-ce que j'ai réussi à vous mettre l'eau à la bouche? Alors, on commence. Première des choses. Il y a beaucoup de choses que je vais aborder, mais je veux certainement pas que vous preniez cette présentation-là comme du cash. Ça doit pas remplacer le jugement du médecin de famille pour votre traitement, pour le diagnostic de vos conditions rhumatologiques, parce qu'il y a fort à parier que sur la trentaine que vous êtes, il y en a au moins la moitié, selon moi, j'ai vu vite là, votre moyenne d'âge, il y en a sûrement la moitié qui ont des douleurs chroniques. Et puis chronique, ça veut pas dire à tous les jours, ça veut dire souvent dans l'année aussi. Non plus, moi, je recommande pas de cesser vos médicaments tout de suite comme ça, là. Dites, OK, ben moi, j'arrête le sucre, j'arrête l'alcool, puis demain, j'arrête mon médicament pour traiter mon arthrite. Parce que je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont traités pour de l'arthrite, mais ça sera pas ça mon but. Je veux pas vous convaincre de cesser votre médication. Je veux juste vous convaincre qu'il y a un lien avec l'alimentation, qu'on peut réduire les aliments inflammatoires assez pour diminuer les douleurs. Et puis, si secondairement, on peut baisser la médication avec avec votre médecin, ben, tant mieux. Donc, les conseils nutritionnels, ils vont pas se substituer au traitement de fond ou à votre médication. Donc, s'il vous plaît, changez pas votre traitement, ne gérez pas vos pilules toutes seules.
Si vous allez mieux, allez voir votre médecin pour faire des ajustements à la baisse. Si pas par chance, mais par succès, vos changements alimentaires vous aident à réduire vos douleurs. Donc, premier objectif, je veux démontrer comment on pourrait, vous, comme patient, vous autonomiser dans la gestion de la douleur chronique par la nutrition, puis avec le soutien de votre médecin. On va explorer quelques approches nutritionnelles qui contribuent à réduire les douleurs chroniques. Fait que moi, en clinique, je gère l'arthrose, l'arthrite, la fibromyalgie, puis je peux vous dire que ça aide pour les trois conditions. Et on va présenter quelques ressources, les ressources web qui peuvent permettre de vous rendre autonome pour commencer à faire une approche nutritionnelle si vous n'avez pas accès à une nutritionniste. Puis, je vais essayer de vous inspirer avec des histoires vécues de mes patients euh, que je vis depuis 8 ans avec eux. C'est mes héros quotidiens, hein, c'est des gens qui ont le courage de modifier leur alimentation pour améliorer leur sort avec succès et ils sont mon inspiration de tous les jours, mes patients. Moi, quand j'ai des patients comme ça qui m'inspirent puis que je vois vraiment les modifications sur leur douleur ou même leur inflammation ou même leur maladie auto-immune, ça me fait penser de la même manière que Hippocrate. Hippocrate, qui est un médecin qui existait 800 ans avant Jésus-Christ, puis il disait que la nourriture soit ton premier médicament et que les aliments soient ton remède ou que tes remèdes ton aliment. Et souvent, je dis à mes patients, regardez, la première pharmacie dans laquelle vous devriez piger, c'est la pharmacie qui vient de la ferme. Donc, c'est pas une faute, hein. J'ai vraiment mis un F par analogie à la ferme. Donc, pharmacie, ça s'écrit PH, mais là, je l'écris avec un F parce que je voudrais que la première pilule, ça soit celle-là. Fait que dans ma clientèle, qu'est-ce qui crée des douleurs chroniques? Ben oui, l'arthrose. L'arthrose, ça, c'est quelque chose, c'est de l'usure. C'est de l'usure qui s'installe dans plusieurs jointures, dans le dos, dans les mains, dans les genoux, dans les hanches, dans le cou, que mes patients développent avec le temps, soit en fonction de l'âge, en fonction de à quel point ils ont utilisé leurs jointures. Des fois, c'est le surplus de poids qui a créé trop de pression sur les jointures. Mais on voit que l'arthrose, de plus en plus, elle aussi est associée à l'alimentation. Ce que je traite aussi en clinique qui fonctionne bien avec la nourriture, c'est les arthrites rhumatoïdes, les spondylites ankylosantes, le lupus, c'est des maladies un peu plus rares, puis l'arthrite psoriasique. Et la fameuse fibromyalgie, qui est une condition un peu nébuleuse qui donne des douleurs de la tête aux pieds, la peau, les muscles, les os, les jointures, mais on n'arrive pas à trouver d'anomalies standards quand on les investigue. Et on appelle ça de la fibromyalgie. Puis malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de traitements efficaces contre la fibromyalgie. Fait que selon vous, puis si vous étiez devant moi, je vous poserai la question, puis je vous ferai interagir. Comment, c'est quoi le lien, hein, c'est quoi le chemin entre l'assiette et les douleurs chroniques? Qu'est-ce, en fait, il faut y penser. Entre l'assiette et les douleurs, le chemin que le contenu de l'assiette prend, c'est la bouche, les intestins, puis l'absorption des nutriments. Donc, il y a deux grands pôles de causes nutritionnelles qui relient plutôt l'assiette aux douleurs, c'est l'intestin et son microbiote, hein, le microbiote qui est en fait l'ensemble des petites bactéries qui vivent dans l'intestin. Et on va voir aussi que l'intestin ne contient pas juste des bactéries et des bactéries nuisibles, mais il peut être tellement irrité par la nourriture et les bactéries de l'intestin qui sont nocives qu'il peut devenir beaucoup trop poreux, beaucoup trop perméable, troué, puis laisser rentrer les petites particules à l'intérieur. Et disons, l'autre axe de ce que je vais aborder avec vous, c'est la santé des hormones métaboliques. Et là, on fait référence à tout ce qui est trop de sucre, du diabète, du surplus de poids. C'est de ça qu'on va parler parce que ça a un impact sur les douleurs chroniques. Donc, trop de sucre, trop d'insuline, diabète, prédiabète, surplus de poids, ça crée plus de douleurs et d'inflammation. Donc, voilà les deux grandes lignes dont on va parler aujourd'hui. Je prends une gorgée. J'ai pas la discussion aujourd'hui sur les déficits nutritionnels, mais je veux juste vous dire aussi que quand on manque de certains nutriments,
comme les oméga 3, la vitamine D, on peut avoir plus d'inflammation par des déficits nutritionnels. Et ça revient à dire, si vous mangez bien et équilibré, en principe, il ne devrait pas avoir de déficit nutritionnel. Je ne sais pas si vous saviez, mais non seulement Hippocrate, le même médecin dont je vous parlais tout à l'heure, il disait que toutes les maladies commençaient dans l'intestin, et ça, il disait ça 400 ans avant Jésus-Christ. 1800, 400, je m'en rappelle plus, mais c'est vraiment plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. Puis là, aujourd'hui, ce qui est super intéressant, c'est que la science, maintenant, a publié beaucoup d'études qui montrent réellement le lien entre l'intestin et les muqueuses de l'intestin à plusieurs maladies chroniques. Fait que le microbiote puis les maladies de l'intestin, le débalancement dans l'intestin est associé à de la maladie auto-immune, à l'Alzheimer, le Parkinson, la sclérose en plaques, la dépression, l'anxiété, le trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité, l'autisme, le psoriasis et j'en passe. Alors, on va parler, oui, du microbiote, de la santé intestinale. Ça, c'est notre premier volet. Pourquoi c'est important de parler des bactéries dans notre intestin? Bien, parce que les bactéries dans notre intestin, elles sont nombreuses, là, elles sont quasiment 10 fois plus nombreuses en quantité que les cellules de notre corps, juste pour vous donner une proportion. Et l'ensemble des bactéries dans votre intestin, ben, on appelle ça un microbiote. Fait que c'est l'ensemble de tous les petits micro-organismes dans l'intestin. Fait que quand vous m'entendez parler de microbiote, je fais référence à tout ce qui vit dans votre intestin qui n'est pas vous. Et en plus, l'intestin, là, je sais pas si vous savez, mais le 2 tiers de tous les globules blancs de votre corps est logé à l'intestin. Ça prend 60-70% de globules blancs de tout votre système logés à l'intestin pour contrôler l'équilibre immunitaire puis empêcher les agresseurs de rentrer à l'intérieur dans votre système. À quoi ça sert un bon microbiote? Ben, un bon microbiote, ça nous aide pour la digestion. Ça nous aide à produire de l'énergie. Ça nous aide à produire des nutriments comme des vitamines. Le bon microbiote nous aide à préserver l'intégrité de votre intestin, de la barrière intestinale. Un bon microbiote, là, ça va empêcher les mauvaises bactéries de rentrer à l'intérieur. Et en plus, le bon microbiote aide à éduquer notre système immunitaire. C'est lui, le bon microbiote, qui va dire, regarde, là, je te présente un arachide, puis il faut pas que tu deviennes allergique à l'arachide. Ben, c'est grâce à un bon microbiote balancé, bien balancé. Mais qu'est-ce qui peut modifier le microbiote? Ben, il y a beaucoup de raisons. Puis il y a des raisons qui sont pas reliées à, qui sont pas modifiables. Donc, exemple, votre génétique, ben, elle se modifie pas. Malheureusement, vous avez la génétique que vous avez, ça va jamais changer. Puis ça, ben, ça peut définir la qualité de votre microbiote. Il y a votre âge, hein, vous pouvez pas changer votre âge. Plus on vieillit, moins le microbiote est balancé. Il vient de plus en plus pauvre. Il y a aussi euh, ben, c'est ça, l'âge, la génétique, ça se modifie pas. Et ce qui se modifie, ben, c'est le contact avec les agents infectieux, c'est le contact avec des toxines qu'on met dans notre bouche, c'est les médicaments qu'on met dans notre bouche. Je sais pas si vous saviez, mais ça change le microbiote intestinal. Entre autres, des antibiotiques, parce que si vous prenez un antibiotique pour traiter une bronchite, ben forcément, l'antibiotique, lui aussi, il va agir dans l'intestin et il va changer votre microbiote. Le stress aussi a un impact négatif sur le microbiote de l'intestin. Ça fait débalancer, ça donne lieu à moins de bonnes bactéries. Puis un manque de sommeil, puis un manque d'exercice aussi, ça peut affecter négativement le microbiote. Mais le facteur modifiable le plus, disons, le plus important, là, c'est vraiment la diète. C'est ce qu'on se met dans notre bouche qui va affecter le plus le microbiote intestinal. Fait que quand le microbiote est débalancé, nous, on appelle ça de la dysbiose. Alors, quand je vais dire le mot dysbiose, ça fait référence à normalement, dans l'intestin, il y a des mauvaises bactéries, il y a des bonnes bactéries, puis il y en a qui n'ont pas d'impact, ils sont juste neutres. Quand c'est bien balancé, ben, on a un bel équilibre. Mais quand il y a tous les déterminants ici qui sont modifiés, ben là, il y a plus de mauvaises bactéries qu'on dit des bactéries inflammatoires qui vont s'accumuler au détriment des bonnes bactéries. Et ce que ça va causer de l'inflammation.
Nous, on appelle ça de la dysbiose inflammatoire. Et ça, là, on sait que ça existe dans les maladies auto-immunes, c'est présent. La dysbiose, elle est présente. Dans les maladies qui causent l'arthrite, même dans les maladies cardiovasculaires, même dans le diabète, même dans le cancer, même dans les pathologies neurologiques. Alors, voyez-vous à quel point c'est bon d'avoir un bon microbiote parce que quand il est débalancé, ça nous prédispose à ces différentes maladies. Je vous parle aussi de la conséquence d'avoir un trop. OK, j'ai dit que ça faisait de l'inflammation, la dysbiose intestinale, mais ça crée aussi des trous dans l'intestin. Moins on a une bonne flore intestinale, plus ça endommage la barrière de l'intestin. Alors, ce que vous voyez ici, c'est l'exemple d'une couche de la muqueuse de l'intestin, puis elle est particulière, hein, la muqueuse de l'intestin, elle a juste une épaisseur de cellules, juste une couche de cellules. Donc, c'est fin, 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 fin. Et la couche de cellules, elle est attachée par des petites jonctions ici. Et quand l'intestin est trop plein de mauvaises bactéries inflammatoires, ben, ce que ça fait, c'est que ça endommage la petite couche de cellules intestinales et ça crée des fuites, ça crée des ouvertures par lesquelles les petits bouts de bactéries vont rentrer à l'intérieur et les petits bouts d'aliments mal digérés vont rentrer à l'intérieur. Et une fois que ça s'est rentré à l'intérieur, ben, ça circule dans le sang et ça va déclencher de l'inflammation dans vos vaisseaux, jusque dans les jointures et jusqu'au cerveau. Ce que ça fait aussi quand on a trop de mauvaises bactéries, ben, ça diminue le renouvellement. Quand je dis le renouvellement de la barrière intestinale, ça veut dire qu'il ne se répare pas assez vite par rapport à la destruction. Fait que ça augmente la porosité ou la perméabilité et l'inflammation en dessous. Et ça crée une réponse de globules blancs débalancés, ça envoie de l'inflammation dans le système. Puis en plus, c'est qu'on peut absorber plein de petites molécules bactériennes nuisibles. On sait que ça existe, la dysbiose intestinale, dans les maladies que moi je traite. Donc, on a plein d'évidences comme quoi qu'on en retrouve ce débalancement-là en arthrite rhumatoïde, en lupus, en syndrome de Sjögren, spondylite ankylosante, en arthrite psoriasique, en arthrose, en fibromyalgie. Fait que peut-être qu'il y a des mots que vous ne connaissez pas là-dedans, mais j'ai maintenu les termes parce que des fois, il y a des gens qui souffrent de ça eux-mêmes, en plus de la fibrose pulmonaire ou d'autres atteintes pulmonaires, mais des fois, c'est des gens dans votre famille ou dans votre entourage. Fait que des fois, ça peut être intéressant pour vous de savoir que ça existe, cet débalancement-là dans ces maladies-là. On sait que la dysbiose, ben, elle est présente même avant le début de la maladie. On sait que la dysbiose induit de l'inflammation dans l'intestin et dans le système. Puis, ça peut créer ce qu'on appelle des auto-anticorps dans l'intestin. Donc, des réactions immunologiques qui vont se retourner contre nous puis qui vont s'attaquer à nous-mêmes. Fait que l'intestin fuyant qui est trop perméable, ça aussi, qui fuit, qui fait absorber beaucoup trop les petites bactéries puis beaucoup trop les aliments pas encore terminés de digérer, ben, on a des informations là-dessus. On sait que ça existe en arthrite rhumatoïde. Voyez-vous, ça, c'est l'exemple d'une main qui est très gonflée aussi au niveau de ses jointures. Ça, c'est une arthrite rhumatoïde. En lupus aussi, en spondylite, en arthrose, hein? Oui, les gens qui souffrent d'arthrose ont un intestin beaucoup trop poreux, beaucoup trop perméable, et en fibromyalgie aussi. Finalement, on répète la même chose, c'est présent aussi. Fait qu'un intestin perméable, des fois, là, je vais parler plus vite sur mes diapositives parce que j'adapte pas toujours, en fait, je suis pas toujours capable d'anticiper qui va écouter ma conférence. Fait que quand je sens que c'est un petit peu trop scientifique, ben, je vais passer un petit peu plus vite par-dessus. Je veux juste vous dire qu'un intestin peut devenir troué ou trop perméable, pas juste à cause du débalancement du microbiote, mais il y a certains médicaments qui font des petits trous dans l'intestin, comme les anti-inflammatoires, hein. Je peux nommer le Celebrex, le Advil, le Motrin. Mais il y a certains aliments qui font des petits trous dans l'intestin, puis on va y revenir un peu plus tard. Par exemple, le gluten qui est présent dans les produits de blé, là, comme une tranche de pain, ben, il y a du gluten dans la tranche de pain, puis ça fait des petits trous dans l'intestin. On sait aussi que c'est présent, l'intestin qui est trop perméable, ben, c'est présent avant le début des maladies. Puis ça, c'est vraiment intriguant. Imaginez-vous qu'on le sait que c'est
l'intestin est trop perméable aussi parce qu'on est capable de retrouver des petits bouts de bactéries, OK? Des petits bouts de bactéries de l'intestin comme l'ADN ou tu sais, le matériel génétique, là, ou même les LPS des bactéries. Les LPS, là, c'est les petits bouts que vous voyez bleu-bleu sur la bactérie, là. Ça, là, ça se détache, puis ça rentre dans l'intestin, puis ça circule dans le sang. Mais l'affaire, là, c'est que ça se retrouve jusque dans les jointures. Figurez-vous donc les gens qui souffrent d'arthrose et d'arthrite, mais on est capable de retrouver des petits bouts de bactéries dans les jointures, et ces petits bouts de bactéries-là viennent de l'intestin. Alors ça dit à quel point ces gens-là ont un intestin beaucoup trop perméable parce que ça absorbe les molécules de bactéries et ça circule jusque dans les jointures. Mais ça donne que ces petits bouts de bactéries-là dans les jointures, ça crée l'inflammation. Maintenant, on a parlé de l'intestin, du microbiote quand il est débalancé, à quel point ça fait de l'inflammation, mais aussi à quel point ça fait des petits trous dans l'intestin, puis ça fait absorber les molécules qui créent de l'inflammation jusque dans les jointures. Et là, je veux vous parler d'un tout autre domaine. Il y a aussi la santé métabolique qui va jouer dans les douleurs et qui va créer de l'inflammation. Et quand je parle de santé métabolique, je parle de santé associée au sucre et à l'insuline et au diabète. Et pour ça, ben, il faut que je vous parle du rôle de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par le petit organe que vous voyez ici qui s'appelle le pancréas. Le rôle de l'insuline, c'est de faire baisser le sucre dans le sang. Quand vous mangez du sucre, hein, que ça soit sous forme de jus, de liqueur, de dessert, de bonbons, de pain, parce qu'il y a du sucre dans le pain, de beignes, de patates, de pâtes, de riz. Là, vous allez dire, ah, il n'y a pas de sucre là-dedans. Oui, oui, ça goûte pas sucré sur votre langue, mais une fois rendu dans votre intestin, ces aliments-là vont se convertir en sucre. Et une fois que le sucre est absorbé, ben, ça prend de l'insuline pour faire rentrer le sucre dans les cellules. J'avais-tu une image de ça? Non. Ça fait rentrer le sucre dans les cellules pour pouvoir utiliser le sucre par vos cellules, parce que c'est un carburant, hein, le sucre. Mais plus vous mangez des pâtes, du pain, des féculents, plus il faut sécréter de l'insuline. Le problème avec l'insuline, c'est que c'est une hormone qui non seulement vous aide à faire absorber le sucre pour pas qu'il reste dans le sang mais qu'il rentre dans vos cellules, mais ça stimule la formation de gras. Donc, quand vous mangez des aliments comme ceux-ci, l'insuline va être sécrétée, puis elle va dire, OK, prends ces aliments-là, puis stocke-moi ça sous forme de gras. Alors que ce que vous voulez, au fond, c'est au contraire, c'est diminuer les réserves de gras. Ben, quand l'insuline est là, ben, ça empêche l'utilisation des graisses. Non seulement on stocke le sucre sous forme de graisse, mais ça nous empêche d'utiliser nos graisses. C'est tellement vrai, ça, que si on se met à traiter les animaux avec de l'insuline, ben, ils se mettent à prendre du poids, puis les humains aussi. Le jour où ils sont obligés de s'injecter de l'insuline pour gérer leur diabète, ben là, on amorce une prise de poids plus rapide à cause de ça. Donc, manger ces produits-là vous met à risque d'obésité parce que ça stocke du gras. Mais vous allez voir un peu plus loin, ça fait de l'inflammation. Donc, je le répète, hein, la mère de la répétition, plutôt la mère de l'enseignement, c'est la répétition. Trop de glucides sous forme de sucre, de féculents, de produits transformés et raffinés, bien, ce que ça fait, c'est que ça fait monter l'insuline. L'insuline, ça fait prendre du poids. Puis la prise de poids, ça fait faire augmenter une hormone qu'on appelle la leptine. Et ça, la leptine, c'est sécrété par les gras. Et c'est pour ça que quand on prend du poids, on a plus de leptine, puis quand on a plus de leptine, ça fait augmenter les douleurs et l'inflammation. Donc, si vous me dites, c'est quoi le lien entre le sucre et les douleurs, c'est l'insuline qui fait du gras, qui fait augmenter la leptine. C'est la leptine qui fait créer plus de douleurs, plus d'inflammation. Si vous voulez pas vous rappeler de tout ça, faites juste vous rappeler sucre égale douleur, sucre égale insuline, sucre égale prise de poids et inflammation. Ce qu'on sait, hein, c'est que le surplus de poids, l'obésité, c'est une condition où les gens sont 2 à 4 fois plus à risque de douleurs chroniques. L'obésité met à risque de résistance à l'insuline. Ça veut dire que ça prend de plus en plus d'insuline pour faire le même travail.
de résistance à la leptine. Donc, ça fait monter la leptine pour arriver à faire le même travail. Puis les gens qui ont un surplus de poids, ben, ils ont plus d'arthrose. Puis ce qu'on sait, c'est que les gens qui ont plus d'arthrose puis qui ont plus de douleur de leur arthrose, ben, ça corrèle très bien avec un indice de masse corporelle élevé, autrement dit, plus d'obésité. Les gens qui ont plus d'arthrose ont aussi plus de leptine dans le sang et plus d'un marqueur inflammatoire dans le sang. Donc, on voit plus d'obésité, plus d'arthrose. L'arthrose fait plus mal. Puis ce qu'on voit, c'est que tout ça, ça vient avec plus d'inflammation dans le sang. En plus, nous autres, là, quand on traite de l'arthrite rhumatoïde, ça, c'est différent de l'arthrose. L'arthrite rhumatoïde, c'est vraiment le système immunitaire qui s'est emballé puis qui se met à attaquer les jointures. En arthrite rhumatoïde, nous autres, on a plus de difficultés quand les gens sont obèses et arthrite rhumatoïde. C'est encore plus difficile de traiter parce que l'inflammation est plus dure à contrôler à cause du surplus de poids. Donc, trop d'adipocytes, ça veut dire autrement dit trop de cellules graisseuses. Ben, c'est des cellules qui vont synthétiser des molécules inflammatoires. On vous épargne le nom, trop d'interleukine 6, TNF, CRP. Les cellules, trop de cellules adipeuses, ça donne plus de résistance à l'insuline, plus de résistance à la leptine, et ces deux molécules-là, ces deux hormones-là font plus d'inflammation dans le sang. Elles aussi. Puis plus de leptine, hein, on l'a dit, le leptine, c'est une hormone inflammatoire, ben on sait que ça réveille l'inflammation chez l'arthrite rhumatoïde et chez le lupus aussi. Donc, on tourne en rond. Plus de gras, plus d'insuline, plus d'insuline, plus de leptine, plus de leptine, plus d'inflammation, plus de douleur, peu importe que vous faites de l'arthrite, de l'arthrose ou de l'arthrite rhumatoïde. Et là, je répète encore, parce que je veux vous introduire à comment les aliments, quels sont-ils les aliments inflammatoires? Donc, euh, les aliments, ben, ils vont créer un débalancement du microbiote intestinal et de la dysbiose intestinale parce que ben, ils vont manquer de variété. Puis en manquant, tu sais, quand on a une alimentation pauvre, trop riche en amidon, ça diminue la variété des bactéries, ça augmente les bactéries inflammatoires ou néfastes, ça diminue les bactéries anti-inflammatoires qui seraient bonnes, qui seraient utiles. Ça crée de l'inflammation. Fait que les aliments, on va voir, peuvent aussi endommager l'intestin, faire un intestin qui fuit un peu trop, puis faire rentrer des petits bouts de bactéries puis des petits bouts d'aliments mal digérés à l'intérieur du système, puis créer de l'inflammation. L'alimentation, si elle est trop pleine de glucides, ça fait monter l'insuline et la leptine, ça fait prendre du poids, le gain de poids crée de l'inflammation. Et en plus, trop de glucides, ben, ça nourrit des mauvaises bactéries de l'intestin. Ça fait de l'inflammation. Et trop de glucides, ben, ça fait prendre du poids. Puis le tissu graisseux lui-même, ben, lui aussi, il envoie de l'inflammation dans le système. Et ça aussi, ça crée de l'inflammation. Alors, vous voulez savoir, ah, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'alimentation qui cause problème? Alors, on se lance. Dans les aliments, il y a des substances ou des molécules qui ont certaines propriétés qui vont agir directement sur le microbiote intestinal, donc nourrir les mauvaises bactéries, qui vont endommager l'intestin, qui vont débalancer le système immunitaire, puis perturber l'insuline dont je disais tout à l'heure. Ça, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur, mais le nom des molécules qui créent des ouvertures dans l'intestin, c'est des agglutinines et prolamines, puis ça, on va en parler. Puis l'alcool, imaginez-vous que l'alcool crée aussi des petites barrières, des petites brèches dans la barrière intestinale. Mais il y a aussi des substances dans les aliments, comme encore une fois les agglutinines, les prolamines, mais aussi les saponines. Puis là, vous savez vraiment pas de quoi je parle, mais c'est pas grave, je vais en parler tantôt. Je veux juste vous dire qu'il y a des substances dans les aliments qui détruisent les cellules de l'intestin. Fait que non seulement il y en a qui ouvrent la barrière intestinale, il y en a qui détruisent carrément les cellules. Il y en a d'autres qui nourrissent juste les mauvaises bactéries, encore une fois, comme les agglutinines, les prolamines, l'alcool, l'excès de sucre puis d'amidon, là, les fameux PPP, pain, pâte, pataterie. Trop d'oméga 6, comme dans les huiles végétales transformées, et d'autres. OK. Sans être trop
théorique. Je vais vous parler des prolamines, des agglutinines, parce que il y en a deux qui sont très connus. Le premier, le fameux gluten. Le gluten, c'est une protéine dans la farine de blé. Son autre nom, c'est gliadine, mais gardons le terme gluten parce que c'est le mot le plus populaire. Fait que oui, le gluten, c'est une molécule qui est bien, bien, bien difficile à digérer. Fait que quand vous mangez du pain, la protéine gluten, ça en va dans l'intestin. Puis là, votre corps humain essaye de digérer ça, puis c'est difficile à digérer. Puis les petits bouts mal digérés là, que vous voyez en vert, en bleu, puis en rouge, ben c'est ça qui endommage l'intestin. Fait que le petit bout en rouge, lui, il va tuer les cellules de l'intestin. Les petits bouts en bleu, ils vont ouvrir les barrières intestinales, créer des brèches. Puis les petits bouts en vert, ben, ils vont passer en dessous dans l'intestin, puis vont venir inflammer le système immunitaire en dessous. Ah oui, puis là, vous me dites, hey, dans quoi je trouve le gluten? Ben, pas juste dans les produits de blé, mais il y a aussi dans l'avoine, dans le seigle, dans l'orge, puis le triticale. Fait que on a inventé un acronyme qui s'appelle SABO. Fait que pour certaines personnes, ça peut valoir la peine d'enlever les protéines de gluten de leur alimentation en enlevant les produits de blé, l'orge, le seigle, l'avoine, parce que ça peut diminuer leur inflammation puis leur douleur. Ça, j'en ai parlé. Y a-t-il d'autres choses dans les produits de blé qui peuvent être mal tolérés? Ben, produits de blé, là, il n'y a pas juste le gluten, mais c'est beaucoup de sucre, c'est beaucoup d'amidon. Ça goûte pas sucré sur la langue, mais une fois rendu dans l'intestin, c'est converti en sucre, puis ça fait monter l'insuline dont je parlais tout à l'heure. Ça, on a parlé du gluten. Aussi, c'est qu'il y a d'autres substances dans les produits de blé qui fermentent, hein, qui nourrissent des bactéries, puis ça fait du gaz. Puis ça, ben, c'est mal toléré par certaines personnes. Il y a d'autres substances dans les produits de blé qu'on appelle la glutinine. Ça fait de l'inflammation. Puis savez-vous ça que le pesticide, tu sais, les producteurs de blé canadiens, ils étendent du pesticide sur notre blé, puis même ils l'utilisent pour sécher le blé plus rapidement pour qu'on puisse le récolter le lendemain. Ben ça, ce pesticide-là, c'est aussi un antibiotique qui tue les bonnes bactéries de l'intestin. Ça agit comme un antibiotique. C'est comme si vous preniez une petite dose d'antibiotique à tous les jours en prenant vos 2 tranches de pain par jour alors qu'on pourrait prendre très bien une farine biologique, même si elle a du gluten dedans, juste le fait d'enlever le pesticide puis d'utiliser une farine biologique, pas de pesticides, ben ça peut déjà être un plus pour votre intestin. J'espère que je ne vous fais pas trop peur. En tout cas, je vais être là pour répondre à vos questions. Euh, Vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur. Je veux juste vous montrer l'étendue des molécules qui peuvent créer de l'inflammation. Fait que des agglutinines, ça, il y en a dans certains aliments, comme dans les grains. Les grains, là, ça, on parle de l'avoine, l'orge, le maïs, le blé, certaines légumineuses. Dans les tomates, patates, poivrons aussi, il y a certaines agglutinines. Dans le soya. Et ça, pour certaines tout le monde, OK? Mais pour certaines des maladies que moi je traite, ça peut valoir la peine d'enlever les patates, tomates, poivrons parce que pour certaines personnes, ça crée de la douleur, mais pas chez tout le monde. Fait que des fois, ouais, on va enlever les grains, les légumineuses, puis les arachides, puis les tomates, patates, poivrons, mais on fait pas ça chez tout le monde. On fait ça certainement sur certaines personnes qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de douleur. Ça vous dresse une liste quand je travaille avec ma nutritionniste. C'est une liste des plus importants aliments pour lesquels les gens, ça va leur déclencher de la douleur. Mais moi, ce que je veux que vous vous rappeliez, c'est juste les 3 premiers parce que vous n'allez pas commencer à enlever tout ça tout seul. Si vous avez de la douleur, c'est surtout ceux en rouge qu'on aime beaucoup diminuer. Donc, les sucres raffinés ou les aliments transformés toutes les farines de blé, hein, à cause du gluten. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et les produits laitiers, je suis pas rentrée dans le détail, mais les produits laitiers contiennent une protéine qu'on appelle la caséine, qui ressemble au gluten, qui fait de l'inflammation. Puis, il y a du sucre dans les produits laitiers aussi. Puis, on en consomme trop. Hein? Des fois, c'est à cause de la quantité. Puis, quand vous dites, hey, qu'est-ce que je vais manger une fois que j'ai retiré tous les produits de blé et les produits laitiers, puis le sucre, les gens me disent, hey, qu'est-ce que je vais manger? Ben moi, je leur retourne la question suivante, c'est que si vous savez plus quoi manger, c'est peut-être parce que vous en mangez trop et que ça prend la place de tous les autres bons aliments pour la santé. Je vous donne un exemple
de Victor. Victor, là, il y a 25 ans. Il faisait quand il était plus jeune de l'arthrite juvénile, puis ça s'était estompé. Donc, lui, c'était les genoux qui venaient gonfler. Voyez-vous, là, en bas âge, là, son genou, il venait gonfler comme ça. Puis, rendu à l'âge adolescent, ça s'est calmé. Sauf que quand je l'ai revu à 25 ans, il se plaignait que son arthrite était recommencée. Pourtant, il allait bien avant, puis il se demandait pourquoi. Fait qu'on a passé en revue. Moi, je lui ai dit, écoute, des fois, là, c'est trop de sucre. Des fois, c'est le gluten. Puis des fois, c'est l'alcool. Fait que lui, il a fait son inventaire. Il a dit, ah, je l'ai trouvé. C'est l'alcool qui déclenche ça. Il l'a validé parce qu'il était rentré à l'université, puis il avait commencé à sortir plus souvent avec ses amis, puis à prendre une bière plus souvent, puis il s'est rendu compte que c'était à cause de sa consommation de bière que ça déclenchait l'arthrite. Fait qu'aujourd'hui, il fait juste éviter l'alcool ou quand il prend un petit peu d'alcool, ben, il prévoit rien le lendemain. Il va juste prendre un petit peu d'anti-inflammatoire pour soulager ça en attendant que ça passe. Fait que ça, c'est un exemple d'un seul aliment qu'on a retiré. En fait, c'est pas un aliment, là, mais d'un seul irritant, agressant qu'on a retiré. Puis Victor, aujourd'hui, il est à l'équilibre. Fait qu'il y a plusieurs diètes qu'on peut vouloir essayer, moi, dans ma clientèle, pour baisser les douleurs ou l'inflammation. Puis une des diètes, c'est le jeûne. Mais là, vous allez me dire, hey, docteur Albert, je peux pas jeûner 7 jours sur 7 pendant 3 mois. Non, évidemment, c'est pas soutenable. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point c'est relié à l'intestin. Parce que si on mange pas, les douleurs diminuent. Madame Duquette, c'est ça qui lui est arrivé. Ça, c'est vraiment ses mains, mais imaginez que c'est ses mains. Elle avait vraiment une très bonne arthrose sévère à ses mains. Elle était souffrante depuis 18 ans. Ça durait depuis longtemps. Elle avait même de l'arthrose dans le bas du dos. Puis là, oh misère, un jour, son intestin se bloque. Il tourne comme ça, puis là, elle est plus capable de rien manger. Elle est obligée de rentrer à l'hôpital. Fait que, à l'hôpital, ben, ils la mettent à jeun. Fait que pendant 4 jours de temps, elle n'a pas mangé. Tout ce qu'elle a pu faire, c'est boire puis avoir des perfusions par les veines. Et à son grand étonnement, au bout de 4 jours, elle avait plus de douleur. Plus de douleur à son dos, plus de douleur à ses mains. Mais elle a dit, OK, ce que ma fille me disait qu'il y avait un lien avec la nourriture, ben c'est peut-être vrai finalement. Mais là, à l'hôpital, on a commencé à lui resservir la même diète que d'habitude, avec du pain, avec du jus d'orange. Puis là, ben, ses douleurs sont revenues avec une alimentation normale. Fait qu'elle, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de retirer le gluten, donc tous les produits de blé, les pains, les tortillas, les muffins, les pâtes. Pendant 4 jours, elle avait plus de douleur par la suite. Donc, elle a continué à manger, mais elle a juste enlevé les PPP qui contenaient du gluten. Puis elle a été chanceuse, c'est juste ça qui a été efficace. Puis jusqu'à aujourd'hui, c'est encore efficace. Fait que voyez-vous, ça, c'est un exemple de, OK, euh, je me suis rendu compte avec le jeûne que c'était vrai, que la nourriture est impliquée dans mes douleurs. Qu'est-ce que je peux purifier ou bonifier dans mon alimentation? Elle, dans son cas, c'était le gluten. Mais dans nos études, on a une super belle étude en 2001 qui montre que on a pris un regroupement de 31 études ensemble, puis on a fait un résumé, puis on s'est rendu compte que tous les gens avec de l'arthrite rhumatoïde inflammatoire, après 7 à 10 jours de jeûne, ben, ça diminue l'arthrite, ça diminue l'inflammation dans le sang. L'intestin devient mieux réparé, moins perméable, mais à toutes les fois que les gens se remettaient à manger, ah, les douleurs revenaient. Fait que là, le défi, là, c'est de trouver, OK, mais qu'est-ce que j'ai dans ma nourriture qui peut créer des douleurs? Moi, je suis pas en train de vous dire de faire tout le monde un jeûne. Je veux juste vous montrer que c'est pour montrer à quel point ça vient de l'intestin. Fait que le bon point de départ, c'est notre bonne vieille diète méditerranéenne. Mais au Québec, on la fait pas bien, la diète méditerranéenne. On pense encore que du pain et des pâtes, c'est sain, c'est équilibré, puis ça va dans une diète méditerranéenne. Alors qu'en réalité, très, très peu de pain, très peu de pâtes, c'est beaucoup plus comme dans la photo en arrière. Et là, je vous en parle. Je prends une gorgée. Je vous donne l'exemple de Justine. Elle a 54 ans, là, elle avait de l'arthrose partout.
54 ans, vous allez me dire, c'est pas vieux, hein? Mais non. Mais elle avait de l'arthrose, puis ça lui faisait vraiment mal. Son arthrose faisait mal, mais en plus, elle avait un très bon embonpoint. Puis elle était très diabétique, là. Elle avait trop d'insuline dans le sang, trop de sucre dans le sang, cholestérol débalancé. Son intestin était très débalancé. Puis je le sais là, que son microbiote était pas bon parce qu'elle avait de la diarrhée, puis mal au ventre, puis des troubles digestifs. Fait que ce qu'on a fait avec Justine, c'est qu'on l'a mis, je l'ai pas mis en jeûne, là. J'ai juste fait une diète méditerranéenne. On a baissé ses glucides, c'est-à-dire qu'avec la nutritionniste, on a juste mis 40 grammes de glucides par repas. Juste pour vous donner une idée, là, deux tranches de pain, c'est 30 grammes de glucides. Fait que 40 grammes de glucides, là, puis on a évité le pain chez elle. Mais ce que ça a permis, c'est de réduire de 80 à 90 ses douleurs d'arthrose. Puis aussi, son ventre s'est amélioré, ses intestins, son ballonnement, ses douleurs, tout ça, là, c'est vraiment amélioré. Ben, comme bel effet secondaire, elle a perdu 27 livres. Puis tous ces paramètres de syndrome métabolique puis de taux d'insuline, ça s'est tout amélioré et pour elle, ça a carrément changé sa vie. C'est une diète ici méditerranéenne. C'est une étude qui montre qu'avec l'arthrite rhumatoïde, si on fait manger les gens par une diète méditerranéenne, là, regardez pas ça, là, ça c'est pour les docteurs quand je présente ça, mais je vous le résume, tout le monde s'améliore. Tout le monde s'améliore, mais si on fait une diète méditerranéenne qui n'a pas de gluten, qui n'a pas de tomates, patates, poivrons, qui a moins de viande rouge, dans laquelle on ajoute des aliments comme le curcuma, le gingembre, puis les herbes, les gens sont encore mieux. Fait que mon message ici, c'est oui, la diète méditerranéenne, mais on est capable de la pousser plus loin, la méditerranéenne, en baissant les glucides, en enlevant les tomates et patates, puis en diminuant les viandes rouges, et en mettant des aliments anti-inflammatoires comme le gingembre, le curcuma, pour que les gens s'améliorent davantage. Puis c'est pas juste les jointures qui s'améliorent, mais la fatigue aussi et la qualité de vie. Madame Gauthier, elle, on a fait ça. J'ai fait une diète méditerranéenne, mais on a enlevé le gluten, on a enlevé les produits laitiers, donc la caséine, les arachides parce qu'elle en mangeait trop à tous les jours, et les solanacées qui sont les tomates, patates, poivrons. Fait qu'au début, là, elle avait 7 jointures de gonflées. Je lui ai mis un petit médicament, ça n'a pas fait effet. Ça s'appelle Plaquenil. Mais elle voulait vraiment pas que je lui donne d'autres médicaments pour l'arthrite. Fait que c'est pour ça qu'elle a accepté de faire une diète méditerranéenne en enlevant le gluten, le caséine, les arachides, les solanacées. Ben, coudonc, elle est tombée en rémission quelques mois plus tard, disons, entre octobre 2020 et janvier 2021. Elle est tombée en rémission juste en modifiant son alimentation. C'est tout. Fait que, si vous avez une arthrite rhumatoïde ou une maladie auto-immune plus sévère comme lupus, nous, moi, en clinique, ce que je fais, c'est que je prends la diète méditerranéenne, puis je vais faire pareil comme si la personne était un chasseur et un cueilleur et elle va manger les aliments comme on les trouve dans la nature. Ça va être encore plus efficace que la diète méditerranéenne. Fait que souvent, je prends cette approche-là qu'on appelle auto-immune paléo pour traiter les gens qui sont vraiment les plus malades dans ma clinique. Fait que si ça vous concerne pas, prenez pas ça pour vous. Mais je vous donne un exemple. Madame Reynaud, elle souffrait d'une maladie inflammatoire qui faisait que les doigts venaient blancs au froid. On appelle ça la maladie de Raynaud. Elle avait une inflammation autour du cœur avec du liquide autour du cœur qu'on appelle une péricardite. Ça lui faisait mal, toujours. Elle était toujours obligée de prendre des anti-inflammatoires. Puis en plus, elle était très fatiguée à cause de sa maladie. Et elle a décidé de faire cette approche-là, donc manger comme si elle était chasseur-cueilleur, manger juste des aliments comme on les retrouve dans la nature. Puis après une bonne diète stricte, après seulement un mois, ses douleurs du cœur ont disparu. Elle a pu cesser son anti-inflammatoire. On a même prouvé à l'échographie qu'elle avait presque plus de liquide autour du cœur. Puis sa fatigue, là, s'est améliorée, là, c'était comme le jour et la nuit. Puis elle a pu se mettre à faire du ski sans trop que le bout de doigt vienne blanc tout le temps au froid. Fait que ça, c'est un exemple de succès que j'ai eu euh, dans ma clinique. Fait que pourquoi on voudrait faire manger? C'est quoi les principes à la base d'une diète paléo? Ben, saviez-vous ça que 70% de ce qu'on mange aujourd'hui, là, les Nord-Américains, là,
Mais ça n'existait pas à l'époque paléolithique. À l'époque de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, ben, les céréales, ça n'existait pas, les produits, ça n'existait pas, les produits laitiers, les sucres raffinés, puis les gras hautement transformés, ça n'existait pas. Donc, 70% de notre alimentation aujourd'hui n'était pas consommée à l'époque. Fait que ça se peut pas que notre génétique digestive puis notre microbiote se soit adapté à notre alimentation actuelle. Fait que c'est ça la prémisse d'une diète paléo. Fait que ça ressemble à ça, une diète paléo, hein? De la volaille, des œufs, des noix, plein de fruits, des légumes, de la viande rouge, du poisson. Et, si vous regardez, vous constatez, c'est les aliments qu'on trouve tels quels dans la nature, en fait. Et ça, je réserve cette approche-là pour mes plus malades. Ça, c'est une autre façon de montrer. Hein? Ça, c'est notre diète aujourd'hui. Fait que moi, je dis aux patients, mettez tout à la poubelle ce qui est beige dans votre alimentation. Ça vous aide pas. Puis rajoutez tout ce qui est coloré puis tout ce qui vient de la nature. Fait que la diète paléolithique, là, c'est une excellente diète pour diminuer le tour de taille puis le poids, pour diminuer l'inflammation dans le sang, pour diminuer le diabète, pour diminuer la haute pression artérielle, puis améliorer le profil de cholestérol. Mais oui, ça demande beaucoup de sacrifices. C'est pour ça que je mets pas tout le monde là-dessus, évidemment. Ça fait qu'on enlève toutes les céréales, les légumineuses. Ouais, ouais, ça, c'est en anglais, hein, je m'excuse. Les produits laitiers, les huiles raffinées, les sucres, les aliments processés. Puis des fois, je suis obligée d'enlever plus, là, comme le chocolat, le café, l'alcool, les tomates, patates, poivrons, les œufs, les noix, les graines, mais ça, c'est à la, comment je peux dire, on le personnalise, OK? On ne fait pas ça chez tout le monde. Puis ce qu'on introduit, ben, on veut que les gens mangent de la viande, de la volaille, des fruits de mer, beaucoup de végétaux, des champignons, des fruits, des bons gras naturels, des herbes et des épices, des fruits de mer et des abats. Organ meat, ça veut dire des abats là, comme du foie, des rognons, du cœur de bœuf. Puis on met beaucoup de légumes, hein, quasiment 9 tasses de fruits et légumes par jour, sauf les tomates, patates, poivrons. Madame Kuna, c'est ce que j'ai fait avec elle. Regardez, tous les petits points bleus, là, ça, c'est les zones où elle avait de l'arthrite inflammatoire, où les jointures étaient vraiment très gonflées et douloureuses. Mais c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait une diète paléo. Puis, au bout de, voyez-vous, de juin 21 à février 2022, tout ce qui restait, c'était son pied gauche qui était inflammé. Puis en plus, regardez l'inflammation dans son sang. Son premier marqueur inflammatoire était à 63, a baissé à 19. Puis son deuxième marqueur inflammatoire est passé de 50 à 0 dans le sang, juste avec l'alimentation. OK, ça, c'était une approche alimentaire plus difficile. Mais moi, l'approche alimentaire que je trouve un petit peu plus facile, c'est celle qui nous sert à renverser le diabète, à faire perdre du poids, parce qu'elle aussi, elle nous aide à diminuer les douleurs. Et on appelle ça la diète faible en glucides. Entre parenthèses, cétogène, mais on l'appelle plus cétogène parce qu'on n'a vraiment pas besoin de se rendre en cétose pour avoir les bénéfices. Donc, on l'appelle la diète thérapeutique faible en glucides. Puis aujourd'hui, ben, le Diabète Canada puis l'Association des diabétiques aux États-Unis recommandent ça aussi. Euh, je vous ai dit hein, tout à l'heure que ce qui fait monter l'insuline dans le sang, c'est les glucides. Et là, vous dites, hey, glucides, ça veut dire quoi? Ben, les glucides, là, c'est l'addition des amidons, plus le sucre, plus les fibres. Puis les fibres, dans le fond, c'est un congé. Fait que pourquoi je vous en parle? C'est pour vous montrer comment on lit une étiquette. Voyez-vous, là, une étiquette sur une boîte. C'est pas tant les gras qu'il faut regarder, c'est le mot glucide qui nous importe parce que c'est lui qui fait monter l'insuline dans le sang et qui fait prendre du poids. Puis c'est pas le sucre qu'il faut regarder parce que oui, sucre, ça correspond au sucre à rajouter, mais les amidons importent aussi. Eux autres aussi sont importants, puis ils sont dans les glucides. On le dit glucides, c'est tous les amidons, plus le sucre, plus les fibres. Et si vous voulez savoir combien de glucides va vous faire monter votre insuline, sachez que les fibres, ça, c'est un bonus, c'est un congé. Lui, là, le fibre, vous pouvez le soustraire du glucide total. Fait qu'on dirait 13 moins 2 grammes va donner 11 grammes de glucides. Donc, le vrai glucide que vous comptez, là, pour calculer vos nombres de glucides dans une journée, c'est 13 moins 2.
11. C'est 11 grammes que vous prenez. Et c'est ça qu'on essaie de diminuer dans une approche faible en glucides. Les fibres, au contraire, on veut manger des aliments qui en ont plein, plein de fibres. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on mange de glucides, plus ça augmente l'inflammation dans le sang. On le sait, il y a des études qui le démontrent. Puis moins on mange de sucre, hein, moins on fait monter l'insuline, plus ça améliore le gras, les cellules graisseuses, puis plus ça diminue l'inflammation dans le sang. Ça, c'est un exemple de bon glucide. Ça, c'est un exemple de mauvais glucide. Parce qu'ici, ben, il n'y a pas de valeur nutritive. Il est frit dans l'huile, puis il est grillé en plus, fait que ça crée de l'inflammation. Puis une patate douce, OK, c'est des glucides, mais tant qu'à en manger des glucides, je vous donne un budget de 100 glucides, 100 grammes de glucides par jour. Mais vous préférez dépasser votre budget glucides sur des bons glucides et pas des mauvais glucides inflammatoires. Fait que ça, c'est une représentation visuelle de les aliments. C'est le chiffre que vous voyez en dessous, c'est le nombre de glucides, le nombre de grammes de glucides par 100 grammes. Si je pèse 100 grammes de pain, ben, il y aura 46 grammes de glucides dans votre 100 grammes de pain. Si je pèse 100 grammes de pâte cuite, 29 grammes de glucides. Même chose pour les patates. Gardez une banane, là, que vous pesez, 100 grammes de banane, c'est 20 grammes de glucides. Fait que si vous avez mangé deux tranches de pain plus du beurre de pinot qui a 5 grammes de glucides, plus un verre de jus d'orange, ben c'est pas long que vous vous retrouvez à 100 grammes de glucides pour votre déjeuner, alors que ce qu'on voudrait que c'est vous ne passiez pas 100 grammes de glucides dans toute la journée, pas juste au déjeuner. Puis là, ben, par opposition, hein, regardez les bons aliments naturels, comme on retrouve dans la nature. Si on les pèse, 100 grammes de fromage, il y a juste un gramme de glucides. Si on pèse 100 grammes de légumes, c'est pas plus que 5 grammes de glucides, et ainsi de suite. Fait que dans notre approche faible en glucides, on essaye d'éviter le beige. Puis quand on veut faire une approche faible en glucides, ben on dit qu'il faut au moins baisser à 100, tu sais, à moins de 100 grammes de glucides par jour, puis ça pourrait représenter une assiette comme celle-ci à droite. Puis il y a des gens qui doivent des fois baisser encore plus la quantité de glucides dans toute leur journée, mais c'est pas tout le monde. On commence toujours par moins de 100 grammes. Et dépendamment si leur douleur persiste encore, des fois, on va être un petit peu plus restreignant ou un peu plus sévère, mais règle générale, on vise en bas de ça. Par opposition à combien de grammes de glucides pour un Nord-Américain moyen? Ben, un Nord-Américain moyen, ça mange 300 grammes de glucides par jour, 100 grammes par repas. Fait que les mythes de la diète faible en glucides ou cétogène, c'est ça, là, le bacon, le fameux beurre dans le café. Non, non, on veut pas aller là. Ce qu'on veut, c'est ça. C'est vraiment la réalité qu'on vise, c'est ça. Je veux pas vous assommer avec des données scientifiques, mais gardez en tête qu'à droite, c'est un groupe de diabétiques qu'on a mis sur une diète ordinaire. Puis à gauche, c'est un groupe de diabétiques qu'on a mis sur une diète très faible en glucides. Les autres, on a descendu vraiment beaucoup les glucides, en bas de 50 grammes. Mais tous les paramètres se sont améliorés chez les diabétiques qui mangeaient presque pas de glucides. On a pu diminuer le sucre dans le sang, le profil de cholestérol s'est amélioré, l'inflammation dans le sang a diminué, le risque cardiovasculaire sur 10 ans s'est amélioré, puis en prime, on a pu baisser tous les médicaments. Alors qu'on prend un diabétique, puis on le fait manger une diète ordinaire, ben non seulement il n'y a rien qui baisse, il y a des affaires qui montent, puis en plus, ils sont obligés de monter la médication, alors que de l'autre côté, on a baissé la médication. Ça, je vais passer par-dessus rapidement. Je veux juste vous dire que l'inflammation dans le sang peut être déclenchée par un petit processus qu'on appelle le NLRP3. On a trouvé que le NLRP3, c'est ça qui déclenchait l'inflammation dans le diabète, dans l'obésité, l'Alzheimer, la sclérose en plaques, l'arthrite rhumatoïde, la goutte, le lupus, la spondylite. Et ça donne que quand on fait une bonne diète cétogène stricte, ben, on sécrète des cétones. Et les cétones, qui est notre deuxième carburant, ben, ça bloque le NLRP3. Fait que des fois, on s'en va faire une vraie diète cétogène avec très, très peu de glucides pour aller bloquer le NLRP3.
et bloquer ces maladies-là. Et là, c'est pas de ça que je vous encourage pas à faire ça aujourd'hui parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on essaie au départ de baisser en bas de 100 grammes par jour. Mais si on voulait faire une diète cétogène, il faudrait être strict ici. Et ça, on préfère de beaucoup que les gens soient accompagnés par une nutritionniste. Pas faire ça toute seule ou même par votre médecin. C'est pas tout le monde qui endosse le strict comme ici. Euh, on préfère que vous soyez plutôt dans le libéral. Et je vais vous donner à la fin une ressource pour faire le libéral. Puis, je vous donne, tu sais, si vous me dites, ah ouais, mais moi, là, on m'a toujours dit qu'une diète faible en gras, c'était ce qu'il fallait faire. Ben là, aujourd'hui, je vous dis, c'est pas une diète faible en gras qu'il faut faire, c'est une diète faible en glucides pour les douleurs. Parce qu'une diète faible en gras, là, ça fait monter les molécules inflammatoires, alors qu'une diète faible en glucides, ça fait baisser toutes les molécules inflammatoires que vous voyez là. Monsieur Grandjean, hey, ça, c'est un de mes patients. Lui, il avait de l'arthrite dans la colonne. On appelle ça une spondylite ankylosante. Il avait 61 ans. Lui, il n'avait pas d'obésité, mais il était super inflammatoire. Puis, il prenait un anti-inflammatoire à tous les jours, mais là, il disait, docteur, j'ai 61 ans, je vais-tu continuer à prendre un anti-inflammatoire comme ça toute ma vie? Ben, j'ai dit, essayez peut-être de baisser les glucides dans votre alimentation. Fait que, on diminue les pains, pâtes, patates, riz, l'avoine, puis le sucre raffiné. Fait qu'il a passé vraiment un très bel hiver. Il y avait vraiment moins de douleur. Il a pu pelleter, la neige, il était actif physiquement. Mais à un moment donné, je le vois parce que il était en rechute de douleur au dos, puis ça faisait 2 semaines. Puis là, j'ai dit, mais voyons, mais qu'est-ce que vous avez fait de différent? Il dit, oh, j'ai mangé un stock de galettes à l'avoine, je viens de recevoir un beau cadeau, puis ça fait 2 semaines que je mange des galettes à l'avoine. Puis regardez ce que ça a fait dans ses prises de sang. Ça, c'est le marqueur inflammatoire CRP qui était élevé, trop d'inflammation à 42. Il a diminué ses glucides 6,4. Il mange des galettes à l'avoine pendant 2 semaines. Boum, ça remonte à 40. Même affaire avec l'autre marqueur qu'on appelle la sédimentation. Il y avait trop d'inflammation dans le sang à 35. Diminue les glucides, mange des galettes à l'avoine. Boum, ça remonte. Fait que c'est juste un petit clin d'œil pour dire, ouais, chez certaines personnes, même les galettes à l'avoine, ça peut être problématique. Pas tout le monde. J'ai deux Joannes qui ont de la fibromyalgie, moi, puis elles, ces femmes-là, ont décidé de faire la diète faible en glucides. Ben, Joanne numéro 2, elle a essayé toutes les diètes, sauf la diète cétogène. Puis quand elle a décidé de faire la diète faible en glucides, ben, elle a amélioré 80% ses douleurs de fibromyalgie. Puis elle a pu retourner au travail puis commencer à suivre des cours de yoga. Et la Joanne numéro 2, elle avait une arthrite rhumatoïde, mais ça allait bien. C'était sa fibromyalgie qui était problématique. Fait qu'elle aussi, elle décide de baisser les glucides dans son alimentation. Puis ses douleurs de fibromyalgie ont diminué de 75%. Puis ça, ce que ça m'a permis de faire, c'est de réduire sa médication pour l'arthrite. J'ai pu passer la cortisone de 12,5 à 5 mg. Jamais été aussi bien depuis 4 ans. Puis sur les groupes Facebook de fibromyalgie, beaucoup de gens, beaucoup de femmes, parce que c'est souvent des femmes, vont rapporter leur expérience positive en diminuant les glucides ou en faisant une approche faible en glucides. Là, l'appellation cétogène, je vous l'ai dit, on l'a changé, on appelle ça faible en glucides. Fait que message clé, OK? Moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que les maladies douloureuses, inflammatoires, auto-immunes prennent naissance dans l'intestin. Parce qu'on le sait, le débalancement du microbiote dans l'intestin est associé à la douleur. L'augmentation de la perméabilité de l'intestin est associée à la douleur et l'inflammation parce que ça nous fait absorber des petites particules de bactéries, des petites particules d'aliments qui génèrent l'inflammation dans votre corps. Et ça fait aussi réagir, ça fait déclencher des maladies auto-immunes comme le lupus puis l'arthrite rhumatoïde dans l'intestin. L'autre message, c'est trop de sucre, trop de glucides, trop d'amidon, ça fait monter l'insuline, ça fait monter la leptine, ça fait prendre du poids, ça fait faire de l'inflammation. Donc, qui je mets sur une approche paléo, sans gluten, sans caséine, qui je mets sur une approche faible en glucides? Bien, ceux que je mets dans une approche faible en glucides, c'est plus ceux qui ont un surplus de poids, qui ont de l'arthrose, qui sont fibromyalgiques, qui ont des douleurs chroniques. Ceux-là, je leur dis, essayez plus l'approche faible en glucides. Ceux que je mets sur une approche paléo,
Donc, on mange les aliments comme ils se retrouvent dans la nature. C'est ceux qui ont vraiment plus comme une polyarthrite rhumatoïde, un lupus, une spondylite ankylosante. Des fois, je suis obligée de combiner les deux. Fait que, à qui ça s'adresse? Ah non, au contraire. Si vous souffrez de douleurs chroniques, mes messages, c'est éviter complètement l'alcool, les sucres raffinés, les produits transformés, les additifs alimentaires qui sont dans les produits transformés. Habituellement, si on évite les produits transformés, on est assez bon, hein? Les additifs alimentaires, on n'en aura pas. Les aliments qui sont grillés ou brûlés, beaucoup trop. Ça, votre toast qui est trop brûlé le matin ou votre barbecue qui brûle trop, ça fait de l'inflammation. Je ne l'ai pas abordé, mais je vous le dis là. Les gras cuits à haute température aussi. Puis, ce qu'on va vous suggérer de diminuer si vous souffrez de douleurs chroniques, c'est les produits de blé, les gluten, parce qu'on en mange trop dans notre alimentation. On réduit les glucides aussi, surtout les glucides qui n'ont pas de couleur, hein. Je vous ai dit les glucides qui sont beiges. Vous avez le droit de les diminuer, voire même les éliminer. Si vous mangez des glucides, bien, mangez des glucides qui sont colorés. Des fraises, des betteraves, des carottes, des patates douces, des mûres, des bleuets. Plus c'est coloré, mieux c'est. Les produits laitiers, ça, c'est pour certaines personnes, hein. Tu sais, la crème glacée, ça va de soi parce que c'est sucré puis c'est plein de crème. C'est pas nécessairement bon pour la santé. Mais un bon yogourt nature grec, il y a des gens qui tolèrent très bien ça, puis on peut mettre les petits fruits dedans. Fait que c'est pas pour tout le monde de baisser les produits laitiers, c'est vraiment juste si vous suspectez une intolérance. Les produits non biologiques, si vous avez les moyens de vous payer des aliments biologiques, ça serait l'idéal. Puis les produits avec des listes d'ingrédients, des longues listes d'ingrédients, ben, on vous conseille de diminuer ça. OK? Une mise en garde. Nous, on suggère de voir une nutritionniste si vous souffrez d'un diabète, surtout s'il y a de l'insuline à bord. Si vous êtes trop maigre, ça aussi, ça peut être une contre-indication à changer d'alimentation parce que quand on change le protocole alimentaire, on perd du poids. Je vous le dis, c'est un bel effet secondaire pour ceux qui ont un surplus de poids. Mais ceux qui sont trop maigres, on va demander une nutritionniste de plutôt les coacher comme il faut. Puis si en plus vous savez que vous avez trop d'aliments qui sont mal tolérés, ben on préfère que les gens voient un nutritionniste. Attention, je ne recommande pas les approches alimentaires pour diminuer la douleur chez les gens qui ont une anorexie ou une boulimie parce que ça peut redéclencher un trouble de l'alimentation. La maigreur, on en a parlé. Attention aussi, il y a des gens pour qui changer d'alimentation, ça augmente trop l'anxiété, puis là, ben, c'est pas mieux. Attention aussi, il y a des gens qui sont tellement mieux avec leur nouvelle approche alimentaire qui vont avoir peur de tenter des nouveaux aliments. Fait que, alors que des fois, on aime bien réintroduire des bons aliments. Il faut faire attention à ne pas avoir une phobie des aliments non plus. Je serais ouverte aux questions, mais j'ai pas parlé des ressources web, puis je suis certaine que vous allez vouloir parler de ressources. Puis je vais vous présenter tout de suite, c'est ma ressource chouchou préférée. C'est le site web soscuisine.com. Je n'ai pas de part dans la compagnie, je fais pas d'argent avec ça. C'est un site web qui est fait par des nutritionnistes et tous les plans menus dont je vous ai parlé, ils sont disponibles là-dedans. Et ça coûte seulement 15 par mois pour l'abonnement. Puis en plus, ça tient compte de vos préférences. Ça va tenir compte de vos allergies. Ça va tenir compte, ah ben moi, j'aime pas les poissons. Fait que là, vous pouvez dire, moi, je veux pas avoir de recettes avec des poissons. Fait que ça vous fournit un plan menu de 3 repas par jour pendant une semaine. Et en plus, ça tient compte des spéciaux dans les supermarchés pour diminuer le coût de la facture. Fait que, tu sais, le 15 que ça vous coûte par mois, vous allez l'économiser dans votre facture parce que ils vont vous présenter des recettes avec les aliments qui sont en spécial dans les supermarchés cette semaine-là. Ça va vous calculer les portions pour votre famille. Ça va vous générer une liste d'épicerie. Puis ça se renouvelle à chaque semaine. Toujours un nouveau plan menu. Puis l'autre avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de comprendre nécessairement ce que j'ai expliqué. Vous avez juste à exécuter le plan menu tel qu'il est. Vous n'aurez pas de carence, puis vous ne ferez pas d'erreur non plus. Donc, celui-là, c'est le diète méditerranéenne sur SOS Cuisine.
Et là, si vous voulez faire une approche faible en glucides parce que vous avez de l'arthrose, de la fibromyalgie, un peu de poids à perdre, ben, ça serait celui-là, le Low Carb High Fat ou LCHF libéral. C'est lui qui est faible en glucides. Puis il y a des gens parfois que je lui dis, ben, si lui ne marche pas, vous pouvez essayer de faire le strict, le cétogène. Fait que c'est possible de faire le cétogène, mais je recommande tout le monde de commencer par ici. Sachez qu'avec soscuisine.com, vous pouvez aussi avoir recours à une nutritionniste. Vous pouvez payer un peu plus cher, puis être coaché par la nutritionniste de soscuisine.com si ça vous chante. L'autre approche, c'est celle-ci. Celle où j'ai dit que c'est plus paléo, plus anti-inflammatoire, où on élimine le gluten, les produits laitiers. C'est plus pour les arthrites rhumatoïdes, les lupus, les Sjögren's. Ça serait celle-là. C'est celle qui est basée sur les ouvrages de Jacqueline Lagacé, Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation. Fait que oui, sur soscuisine.com, vous pourriez avoir recours à ce plan menu-là si vous vous reconnaissez là-dedans, dans l'arthrite, dans la spondylite.